Fabrice, il a eu un comportement très déplacé à plusieurs reprises avec moi. Et Fabrice, il dit quoi face caméra, sans même me consulter ni me demander mon accord avant. Il dit, bah oui, hier soir, la petite, elle avait froid, alors je suis allée la réchauffer. Là, je te jure, j'ai fait un scandale, j'ai fait arrêter toutes les caméras. Mais je suis désolée, mais c'est très déplacé, en fait. À quel moment tu t'imagines que moi, je vais aller avec toi dans un club échangiste? C'est répugnant, en fait. Par contre, ce qui me pose beaucoup plus de problème, c'est d'avoir appris dans ton interview que j'ai partagé quand même ma cabane avec quelqu'un qui a fait 20 mois de tôle en France. Moi, ça, je suis désolée, ça me pose problème. En fait, cette fille, elle se fait tout le temps passer pour une victime, mais il n'y a pas plus toxique et fourbe et fausse qu'elle. Et narcissique et prétentieuse, et elle passe son temps à rabaisser les autres. Bonjour Jennifer Chacha. Coucou Sam. Ça va? Au top, et toi? Mais oui, mais ça faisait grave longtemps qu'on n'avait pas enregistré une interview tous les deux. Eh oui, c'est vrai. On en a des choses à dire. Hein. Trop. Je sais pas si ça va rentrer dans tout ça. Mais oui, ça va rentrer dans tout ça. N'ayez pas de mauvaises pensées. Ah non, pas de mauvaises pensées. Chacha, Jennifer Chacha, je te pose la question que je vois encore beaucoup sur les réseaux sociaux après toutes ces années. C'est vrai que t'es plus une petite nouvelle hein, maintenant. T'es une ancienne dans le milieu de la télé-réalité. Ça y est, Chacha, c'est ton vrai nom de famille? Et oui, c'est mon vrai nom de famille, mais c'est vrai que tout le monde pense que c'est un pseudo. De partout, hein, on me dit, mais c'est ton vrai nom. Même quand je vais chez un médecin, on me dit, mais c'est votre vrai nom. On croyait que c'était un pseudo à la télé. Non, non, c'est mon vrai nom. Mais ça doit te saouler qu'on te demande à chaque fois la question ou que tu ailles à la banque. Allô? Vous êtes qui? Madame Chacha? Non, mais votre vrai nom, s'il vous plaît. Oui, non, mais souvent, on me fait répéter parce que les gens, c'est assez rare comme nom de famille, du coup. Et c'est vrai que chaque fois, je dois épeler. Pardon, on n'a pas compris. Oui, Chacha, comme deux chats, mais avec un seul T à la fin. C'est vrai que c'est fatigant, mais après, je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas un nom classique. Donc, même moi, je me suis posé la question de l'origine de ce nom de famille. Et en fait, j'ai fait des recherches sur Internet. Et il y a très, très peu de Chacha en France. Il y en a un petit peu dans le Vercors et dans la Drôme. Et sinon, il y en a beaucoup en Inde. Bon, pourtant, j'ai pas trop le type indien, mais donc je pense que c'est un nom originaire du Vercors. Parce que je sais que du côté de mon père, il y a des cousins un peu éloignés qui sont dans le Vercors. En tout cas, c'est très mignon, Jennifer Chacha. Mais voilà. Non, mais c'est très mignon et je trouve que ça va bien à ta personnalité. Merci. En plus, j'adore les chats. Donc voilà. Et c'est parfait. Espérons que tu ne finisses pas avec des chats, comme tu as déjà dit. Non. Quoique des fois la compagnie des chats est plus sympathique que celle de certains humains. Mais on parlera justement des humains, des hommes, des chats. Tu as dit que tu finirais certainement au couvent. Non, c'était de l'humour, hein, je préfère préciser. Parce que je suis très en autodérision avec moi-même, tout le temps à faire des blagues. Et, enfin, non, en plus je suis athée, donc jamais je finirai au couvent, clairement. Mais t'as le droit de faire des blagues, hein? Oui, oui, mais parce qu'il y en a qui ont pris ça au sérieux. Hein. J'ai vu des commentaires sur les réseaux. Mais t'as vu quoi? Mais des gens qui prennent tout au premier degré, alors le couvent, bah non. Ah, genre tu te moques du couvent, c'est ça? Non, non, alors tu y es rentré, du coup, vu que t'es pas mariée. Non, 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 les gens, c'était une blagounette. T'as commencé la télé, Jennifer Chacha, avec une émission d'aventure et pas une des plus faciles. Ah non. The Island, c'était en quelle année? Il me semble que c'était en 2016 ou 2017, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et toi, c'était pas la version... Ah si, il y avait des célébrités? Non. Pas dans ma version, moi c'était la saison 3, c'était encore, on était tous anonymes, moi c'était ma première émission. Ok, donc c'était la version sans célébrité. Et vraiment, je pense que c'est l'émission de survie la plus compliquée qui existe. Bah oui, parce qu'on parlera après des apprentis aventuriers. Concernant The Island, tu avais déclaré Jennifer Chacha, c'était ma première expérience de survie. J'avais été évacuée médicale. La sortie était non volontaire. Rappelle-nous justement cette sortie. Pourquoi tu dis qu'elle était non volontaire et qu'est-ce que c'est que d'être évacué médical? En fait, on est évacué médical quand la production et les médecins de la production jugent que notre état de santé devient alarmant ou vraiment dangereux et critique pour notre vie. Donc, en fait, on était seuls, hein, il n'y avait pas de caméraman ou de production, on se filmait nous-mêmes. Mais la production suivait notre aventure avec 24 heures de décalage quand ils récupéraient les cassettes de la veille. En fait, on mettait les enregistrements dans une grosse caisse sur la plage qu'un bateau venait récupérer tous les matins. Et eux, ils nous déposaient une caisse neuve avec des cassettes vierges et ils prenaient les aventures de la veille. Et donc, ils me voyaient dépérir de jour en jour jusqu'au moment où la production a décidé de faire intervenir donc, la safety avec le médecin
de la production, qui est venu me voir, qui m'a ausculté. Il y avait une trop grosse perte de poids par rapport à mon poids initial. J'étais cafie de boutons. Moi, j'ai rien mangé, mais toute l'île m'a mangé, clairement. J'étais un open buffet pour les animaux de l'île, ce qui était un peu ironique vu que je venais là-bas pour défendre la cause animale. Et je m'étais en plus avalé un parasite intestinal. Enfin, il y avait tout. J'avais des œufs qui avaient pondu sous ma peau. Enfin, des insectes qui avaient pondu des œufs sous ma peau, pardon. Mais comment ça, des œufs sous ta peau? Ah oui, il y a des insectes qui ont pondu des œufs sous ma peau. Enfin, j'ai même dû aller à l'hôpital Pompidou après, par la suite à Paris, pour me les faire enlever. Enfin, c'était une horreur. C'est une blague, mais moi je crois que c'était que dans les films d'horreur. Ah non, c'était une phobie. En fait, sur les mains, c'était une horreur. Attends. T'as des insectes qui ont pondu sous ta peau? Oui. Heureusement, j'ai pu me faire retirer les œufs avant qu'ils éclosent, hein, parce que je veux même pas savoir ce que c'était. Mais attends, mais tu les voyais, tu les sentais? Mais moi, je les voyais, ça faisait comme des petites boules blanches. Et des tout petites boules blanches, des tout petits œufs. C'était très petit. Hein. Et ils grossissaient? J'ai pas laissé le temps de les faire grossir, hein, mais on les voyait, quoi, hein, clairement sous la peau. Ah ouais, donc t'étais une sorte de corps qui leur permettait de pouvoir une couveuse, grandir. Quoi. Une couveuse, clairement. Et il y a une candidate de ma saison, d'ailleurs, Clara, qui, elle, est restée jusqu'à la fin. Elle m'a dit qu'elle avait vu un ver sortir de sa peau. Elle aussi, elle avait eu donc certainement des œufs comme moi, sauf qu'elle, ça est allé jusqu'à l'éclosion. Heureusement que j'ai été évacuée médicale, que j'ai pas eu à vivre cette horreur, quoi. Mais t'as été évacuée médicale au bout de combien de temps? C'est horrible ce que t'es en train de vous raconter. 15 jours. Et l'aventure durait combien de temps? 1 mois. 1 mois. Et j'avais perdu quand même 7 kilos en 15 jours. Je t'enverrai la photo. J'étais à la sortie café de boutons. Honnêtement, même ma mère, elle ne m'a pas reconnue quand je suis rentrée en France. Et pourtant, je suis restée 1 semaine avant de rentrer en France sur place pour me requinquer à l'hôpital au Panama. T'as eu peur? Honnêtement, oui. Parce que j'ai mis quand même des mois à retrouver un aspect normal. Quand je prenais l'avion, déjà, je ne pouvais même pas mettre mes baskets, tellement j'avais des pieds beaux, quoi. Ils étaient tellement gonflés, je ne rentrais plus dans mes chaussures. Donc, je suis rentrée en claquettes à Paris, avec le froid. Et les gens, quand ils me voyaient, ils avaient un peu un mouvement de recul, parce qu'honnêtement, on aurait dit que j'étais une lépreuse, hein. Je peux les comprendre, on aurait dit que j'étais contagieuse. Je me rappelle même qu'après, quand j'allais au restaurant, je mettais des gants, parce que tellement j'avais honte j'avais une peau de crocodile, quoi. Hein. On te repropose The Island, tu y participes à nouveau? Ah non. Autant les apprentis aventuriers, oui, parce que c'est dur, c'est difficile, mais c'est pas aussi dangereux. Alors, les apprentis aventuriers, justement, est-ce que c'était pas une sorte de revanche pour toi, étant donné que tu avais été évacuée médicale de ta première émission d'aventure The Island? Non, j'ai pas fait ça du tout dans un but de revanche, de survie ou quoi. C'est juste que c'est tombé, en fait, au moment à pic où dans ma vie, je venais de perdre mon papa. Et j'étais vraiment au fond du gouffre, il n'y avait rien qui me remontait le moral. C'était affreux, j'étais vraiment dans une dépression profonde. Et en fait, cette proposition, je me suis dit, allez, ça va être l'occasion de me changer les idées. Et en fait, j'avais besoin d'un boost, quoi. Et j'ai fait cette aventure, en fait, pour mon père, hein, qui était plus là. Mais clairement, j'avais besoin de me défouler sur quelque chose et de prendre... voilà, de combattre quelque chose. Et je pense que si je suis arrivée en finale, c'est grâce à mon père, parce que pendant les épreuves, quand c'était difficile, que j'avais faim ou que je supportais plus la survie, vraiment, je tenais pour que mon père, là où il était, il soit fier de moi, quoi. Je voulais aller le plus loin possible. Ton père, Jennifer, était décédé depuis combien de temps au moment où tu participes aux apprentis aventuriers? Depuis à peine quelques mois, parce qu'il est mort le 7 mars 2022. Et les apprentis aventuriers, on est parti au mois d'octobre. De quoi il est décédé? Alors, d'une erreur médicale. En fait, il avait la maladie de Parkinson depuis longtemps. Donc, c'est une maladie qui est très handicapante. À la fin, il était en fauteuil roulant, le pauvre. Et donc, il avait besoin d'aide d'infirmière pour prendre sa douche, pour plein de choses, parce que c'était très lourd au quotidien pour nous aider, maman et moi. Et en fait, c'est une maladie qui fait faire beaucoup de chutes de tension. Mais c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que le tensiomètre ne prend même plus la tension parfois, tellement ça chute en dessous de 5. Et d'habitude, on avait l'habitude, il fallait lui relever les jambes, lui donner une cuillère de sel avec du café pour faire un boost et remonter la tension. Sauf que cette fois-là, en fait, ça s'est passé dans la douche. Et c'était pas son infirmière habituelle, mais une remplaçante qui était là. Et en fait, elle a pensé que c'était un arrêt cardiaque et elle a commencé à faire un massage cardiaque. Et malheureusement, elle lui a cassé la valve du cœur. Oh merde. Et après, elle a tout fait, elle a fait ça pour le sauver, quoi. Et oui,
parce qu'elle pensait que c'était un arrêt cardiaque. Moi, je pensais que c'était un arrêt cardiaque aussi. Mais toi, tu lui en veux quand tu apprends que ça vient de cette erreur médicale? J'arrive pas à lui en vouloir parce que, en fait, elle a fait ça dans le but de sauver mon père. Et moi, demain, si je vois quelqu'un dans la rue qui fait un malaise, je peux commencer aussi un massage cardiaque pour sauver la personne et faire une erreur, en fait. Je sais qu'elle a tout fait pour sauver mon père et que c'était pas voulu. Et je pense qu'elle est même pas au courant, en fait, que c'est elle qui lui a cassé la valve. On n'a pas voulu lui dire. Parce que, voilà, c'était une petite jeune et... Enfin, ça peut briser... Ça peut traumatiser et briser une carrière, quoi. Comment vous l'avez su que c'était à l'issue de cette erreur que ton papa était En fait, décédé? on l'a su quand il a été transporté à l'hôpital parce qu'elle a réussi à le réanimer. Mais à l'hôpital, il nous disait, mais non, il n'a pas fait d'arrêt cardiaque. Et je fais, mais si, l'infirmière, elle l'a réanimé, elle lui a fait un massage cardiaque. Et le médecin, il disait, non, il n'a pas fait d'arrêt cardiaque. Et je ne comprenais pas. Et il me disait tous, maintenant, il faut mettre des soins palliatifs, ça ne va plus. Mais je n'avais pas la raison de pourquoi. Je disais, non, c'est hors de question qu'on mette en place des soins palliatifs. Vous allez soigner mon père, il va rentrer, en fait. Soins palliatifs, c'est pour accompagner jusqu'à la mort. Voilà. Et pour moi, mon père, il allait vivre, en fait. C'était inimaginable. Et en fait, j'ai dû me battre avec tout l'hôpital pour faire venir des spécialistes dans notre hôpital. J'ai fait venir donc un cardiologue et un neurologue. Et ils lui ont passé un scanner et c'est là qu'ils m'ont dit qu'il avait un clapet de la valve du cœur, en fait, qui était cassé parce que mon père avait été opéré auparavant et il avait une valve artificielle. D'accord. Et le massage cardiaque, c'est là qu'ils m'ont dit que ça lui avait cassé la valve. Et qu'il était perdu et que là, il souffrait et qu'il fallait le mettre en palliatif, quoi. T'étais proche de ton père? Très, très proche. Mon père, c'était mon Dieu. T'étais plus proche de ton père que de ta mère? Non, des deux. Des deux? Vraiment, des deux. Et c'était... Enfin, je l'ai très, très mal vécu. J'étais pas du tout prête à laisser partir mon père, quoi. Même encore aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans. Et ça passe pas, hein. Ça veut dire que ton deuil n'est pas fait? Non. Tous les jours, tout ce que je fais, je le fais je pense tout le temps à mon père, je le fais en fonction de mon père. Il est limite plus présent maintenant dans ma tête que quand il allait bien, tu vois. On peut pas savoir ce que ça fait tant qu'on n'a pas été face à la mort d'un proche. Bah, franchement, je le souhaite à personne parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Et en fait, depuis que j'ai vécu ça, j'apprends à relativiser vachement plus tout le reste, en fait. Avant, c'est vrai que je me prenais pas mal la tête pour des petites conneries, un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, maintenant, j'ai vécu le pire déjà, donc il n'y a plus rien, tu vois, qui peut... J'apprends à relativiser. Et donc les aventuriers, les apprentis aventuriers, c'est dans ce contexte-là que tu le fais. Ton papa est décédé depuis quelques mois. Ouais. Et donc c'est un besoin de crier ta colère, quoi. De te surpasser. De me surpasser, de penser à autre chose aussi. Malgré tout, je dis de penser à autre chose, mais je pensais qu'à lui pendant l'aventure. Ça m'a donné beaucoup de force. Mais ça m'a fait énormément de bien. Puis j'ai fait des belles rencontres, notamment Romane, qui était exactement dans la même situation que moi, qui elle aussi, quelques mois, 1 an je crois avant, elle avait perdu son papa. Donc on vivait la même chose, ça nous a énormément rapprochés. Et on est devenus très amis aussi, je pense. Ah, donc c'est à ce moment-là que tu te lies d'amitié avec Romane? Oui, parce qu'on vit la même chose en fait. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a perdu un proche à ce moment-là? Elle a perdu son papa, comme moi. Ah d'accord, ok. Donc ça vous a rapprochés, tu as pu trouver une épaule, une oreille, et elle pareil. Et voilà. On s'est donné de la force mutuellement, ouais. Et donc même si on comprend mieux aujourd'hui pourquoi cette aventure, c'était un véritable exutoire pour toi, on sait tous... L'histoire nous a montré que ça a été une aventure, les apprentis aventuriers, qui a été très difficile pour toi psychologiquement. Ton binôme, tu n'étais pas pour, tu l'as pas validé. Ça, c'est une autre histoire, ça. Tu voulais pas être avec Fabrice? Non. Ah non, je voulais pas être avec Fabrice. Mais tu choisis pas. Mais on choisit pas. On choisit pas. Après, on a le binôme qu'on a. Après, l'aventure a été ce qu'elle a été, quoi. Je regrette rien parce que malgré tout, je garde le positif de cette aventure. Mais ça a été très compliqué à vivre. Mais pourtant, Fabrice, il a fait Pékin Express. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. Attends, mais je dis pas qu'il est mauvais en survie. Hein. C'est quelqu'un qui... Je dis qu'il est infect à vivre. C'est la van life. Normalement, on est chill, on est cool. Non, on n'est pas cool avec Fabrice. Fabrice, il a eu un comportement très déplacé à plusieurs reprises avec moi. Et ça date pas des apprentis aventuriers. Déjà, dans le 2e dîner presque parfait, il a eu des attitudes très borderline. Et en fait, c'est une accumulation de tout qui fait que je pouvais plus, quoi. Qu'est-ce que tu appelles des attitudes borderline pendant le dîner presque parfait?
Les attitudes borderline, bah écoute, par exemple, donc le dîner presque parfait, il faut savoir, ça se tourne à peu près de 16h à minuit. Et à midi, tout ça, on se retrouve tous pour manger ensemble, on se voit en off. Et je retrouve Fabrice. De premier abord, j'étais contente de le retrouver parce que c'était très bien passé le premier dîner presque parfait avec lui. Je ne connaissais pas encore son vrai visage. Et ça, c'est avant les apprentis aventuriers. Ah oui, c'est avant, parce qu'on a fait les apprentis aventuriers, justement parce que je pense que la production a vu un peu nos étincelles dans un dîner presque parfait. Et donc, on se retrouve en off, et là, il me dit Madjen, tu crois pas que pour pimenter un peu la semaine et tout, pour faire le buzz, on ne pourrait pas s'embrasser? Je fais, ah, mais ça va pas, quoi? On n'est pas dans Les Princes de l'amour, là, on est dans un dîner presque parfait. Puis, jamais de la vie, quoi. Franchement. Bon, après, c'est une question de goût, et puis vous n'avez pas le même âge. Oui, non, mais je veux dire, déjà, c'est mort. Bon, bref, je le recale une fois. Le deuxième dîner presque, le deuxième soir du dîner, donc on nous fait arriver par binôme de 2, donc moi on me fait arriver avec Fabrice, et là c'est Yael qui ouvre la porte du dîner presque parfait, et il dit « Ah, vous êtes venus ensemble ?» Et Fabrice, il dit « Quoi ?» face caméra, sans même me consulter ni me demander mon accord avant. Il dit « Bah oui, hier soir, la petite, elle avait froid, alors je suis allée la réchauffer. » Là, je te jure, j'ai fait un scandale, j'ai fait arrêter toutes les caméras. Je voulais partir du dîner, je fais « C'est hors de question que ça soit diffusé. On refait l'entrée parce que c'est hors de question qu'on fasse croire qu'il se soit passé un truc dégueulasse avec toi hier soir, en fait. » Mais attends, mais ça, tu l'avais jamais raconté? Non, je l'ai jamais raconté. Mais j'ai fait un scandale auprès de la production et tout. Je fais qu'on se soit bien d'accord, c'est hors de question que ça soit monté, ça. C'est hors de question qu'on fasse croire qu'il s'est passé quelque chose avec Fabrice. Il a voulu faire croire à tout le monde, alors qu'il ne s'était rien passé, qu'il avait couché avec moi. Et ça a été monté? Ah non, heureusement. Ah non, non, non. Ça n'a pas été monté. Donc vous refaites l'entrée? Donc on refait l'entrée. Moi, c'était rédhibitoire, ça. Déjà, j'ai trouvé ça très déplacé de sa part, de me mettre devant le fait accompli sans même me demander si j'étais d'accord, tu vois. Donc ça, et après aussi en off, on discutait un peu les endroits où on aimait bien sortir dans nos régions respectives. Et Fabrice me racontait d'un endroit super génial en Ardèche, donc j'étais un peu étonnée. Je fais ah ouais, en Ardèche et tout, il y a des trucs chouettes. Enfin, j'ai rien contre l'Ardèche et tout, j'ai visité, d'ailleurs c'est très joli, mais pour sortir faire la fête, j'étais un peu étonnée. Et j'apprends quoi en fin de discussion? Parce qu'il me dit ah t'inquiète Madjen, je t'y amènerai. Et j'appelle le quoi? En fait, il parlait d'un club échangiste. Mais je suis désolée, mais c'est très déplacé en fait. À quel moment tu t'imagines que moi je vais aller avec toi dans un club échangiste? C'est répugnant en fait. Est-ce que c'était pas une blague? Non, non, c'était pas une blague. Il est très sérieux. Parce que ça, plus ensuite dans les apprentis aventuriers, après les épreuves, tu sais, la production fait des plans où on nous voit partir au loin vers la plage, tu vois, pour entrer sur notre campement. Et là, il me dit... tu veux pas me donner la main? Je fais bah non, on n'est pas en couple, pourquoi je te donnerais la main? Et là je lui prends le bras, il me fait tu me prends le bras comme un vieux on n'est pas en couple en fait, pourquoi tu veux faire croire à tout le monde qu'il se passe des choses? Tu sais, il était trop insistant quoi. Est-ce que tu avais prévenu la production des apprentis aventuriers de ce qui s'était passé dans le dîner? Non, je l'avais pas prévenu parce que moi c'était à ce moment-là assez anecdotique, tu vois, c'est après l'accumulation des choses qui a fait que je ne pouvais plus supporter. Après, il y a eu les culottes, le fait qu'il ne voulait pas sortir de la cabane quand je me changeais. Il voulait prendre mes culottes et prendre mes vêtements. Enfin, c'était un tout qui a fait que, oui, j'étais odieuse avec Fabrice parce que je ne pouvais plus, en fait. Et comme une fois aussi dans Les Apprentis, j'étais allée au bord de la mer. Je pense à mon père, j'étais complètement déprimée, je pleurais. Et il y a Nicolas Couteau qui était venu me réconforter, d'ailleurs, avec qui je m'entends très bien. Et après, donc, il m'a bien réconfortée, j'ai arrêté de pleurer, je suis retournée à ma cabane. Il y avait Fabrice, il me dit « Ah, t'étais où ?» J'étais « Ah, je suis allée parler avec Nicolas, j'étais déprimée, ça m'a fait beaucoup de bien, je pense à mon papa et tout. » Et tu sais ce qu'il me répond? Il me répond « Moi, je veux pas te dire ce qui me fait du bien tous les matins. » C'est-à-dire? Il m'a pas dit plus, mais à mon avis, il allait dans la jungle se tirer sur la nouille. Hein. Ça me dégoûte, franchement, ça me dégoûte. Arrête. Je te jure. Mais tu vois, c'est l'accumulation de plein de petits trucs comme ça qui fait que ma phobie, quoi. Même les paillasses de nos couchettes dans Les Apprentis aventuriers, tu sais, on a chacun une moustiquaire, il dit « Oh, mais on est vachement loin l'un de l'autre, on peut pas se tenir la main. Mais pourquoi tu veux? Mais à quelle heure t'as cru que j'allais dormir accolée à toi? Mais non, c'est trop. » Mais t'es sûre? Désolée, je te repose la question, mais c'était pas une façon de faire de l'humour, mais un peu salace? Non, je suis désolée, non, c'était pas une façon de faire de l'humour. Il est insistant. Même lui, il dit qu'il a une
Qualité complètement débridée, c'est son problème, je juge pas. Mais à un moment donné, quand la fille en face, elle te fait comprendre que c'est mort, que c'est rédhibitoire, tu insistes pas. Donc chez toi, j'ai vu son interview où il dit que c'est moi qui monte tout en sauce, que c'était de l'humour. Il essaye toujours de se faire passer pour le gentil. Je vais te montrer. Mais moi, je signe et je persiste, je maintiens mes propos. Il a eu un comportement déviant envers moi. Alors, je vais te montrer parce qu'en effet, je l'avais fait réagir Oui, par rapport vu. à tes propos où tu disais qu'il faut vraiment pas être net pour vouloir mettre les culottes d'une meuf avec qui il n'est même pas en couple. Même un mec en couple le ferait pas, je suis sûre. Ah ben, je vais te montrer sa réponse et tu vas pouvoir réagir. Regarde. C'est pas l'innocent gentil et sain qu'il veut faire croire à tout le monde. Ah oui, non, mais ça j'ai reçu, parce qu'elle m'a déjà dit de calmer ma communauté sur les réseaux. Je sais pas comment je peux calmer une communauté sur les réseaux qui l'en voulait à mort. Mais pourquoi il lui en voulait? Par son comportement. Parce que ça se voyait quand même, elle avait quand même été odieuse. Alors après, ce qu'elle veut dire, mais ça la regarde. Alors peut-être une fois, je lui ai demandé une culotte pour rigoler, parce que j'avais strictement Non, pas pour rien dans le rigoler, c'était t-shirt. tous les jours. Hein. Elle n'a jamais rien voulu me prêter. En Pourquoi voulant dire, à la finale, elle m'a laissé un maillot parce que je n'avais plus rien, j'avais un short, mais elle m'a dit, prends-le, mais garde-le, en voulant dire, si tu l'as porté, je le reporterai plus. Bah, Elle dit, il est vicieux. Toi, comment tu l'as pris? Alors ça, je l'ai mal vécu. En gros, elle est en train de dire que tu voulais voir la chatte à Chacha. Oui, ouais, non, ça c'est exactement ça. Et c'est surtout que moi déjà dans ma position je peux pas, voilà. Et puis je fais quand même attention, je veux dire dans ce que je fais, je veux dire je suis pas complètement abruti. Je veux dire chaque fois je sortais de la cabane, chaque fois qu'elle se changeait, ou quand je pouvais pas sortir, je me retournais, je dis quand t'as fini tu me le dis. Elle me dit c'est bon Fab, je me retournais. Là il n'y a jamais eu de problème parce que je pense que s'il y avait eu d'énormes problèmes, elle serait allée se plaindre à la prod tout de suite en voulant dire est-ce que vous pouvez calmer le comportement de Fabrice? Ça t'a blessé ou pas ça? Bien sûr que ça m'a blessé parce que déjà ça n'a pas existé. Alors je ne sais pas si c'est pour faire du buzz ou du bad buzz ou je sais absolument rien. Le buzz c'est lui qui veut le faire. Hein. Je sais pas, pour c'est lui qui m'en parlait du buzz. J'en sais rien, moi j'ai pas besoin de ça. Voilà, donc il soutient Mordicus que lui te demandait une petite culotte ou un short, je sais plus. C'était tous les jours. Hein. Parce que, non mais si on l'écoute, parce qu'il n'avait pas assez de vêtements et c'était juste pour pouvoir mettre un vêtement. Alors déjà, on est tous partis avec le même nombre de vêtements. Il avait qu'à faire comme tout le monde, laver, entre guillemets, ses vêtements dans la mer pour les remettre. C'était le seul qui prenait aucune douche et qui lavait rien, excuse-moi, déjà. Et non, moi, il se fait passer pour un saint comme d'habitude, parce qu'il est très fort pour se faire passer pour Saint Fabrice. Mais moi, je signe et je persiste, Sam. Je ne suis pas une menteuse, je n'ai jamais menti, surtout sur des sujets aussi graves. Et ce qu'il a fait, c'est très grave et il le sait. Alors, moi, j'étais pas là et je remets pas du tout ta parole en doute. Par contre, cette parole, est-ce que tu as pu la partager avec la production pendant le tournage? Ou est-ce que tu réalisais que c'était pas normal? En fait, je faisais que râler, surtout sur le sujet des culottes. Et tout le monde le savait parce que je faisais que en râler toute la journée auprès de tous les candidats, qu'ils me demandaient mes culottes, que c'était dégueu, qu'il fallait que je surveille ma penderie, etc. Après, non, je suis pas allée me plaindre parce que j'ai un caractère assez trempé pour pouvoir me défendre et je savais très bien qu'il dépasserait pas le stade limite et qu'il me ferait rien entre guillemets, que ça restait un comportement déviant mais que j'allais pas être violée dans la nuit, tu vois ce que je veux dire. Mais donc non, je suis pas allée me plaindre, mais enfin je me peignais toute la journée aussi pour le truc des petites culottes, c'est hors de question qu'ils mettent mes slips quoi. Hein. Mais donc beaucoup le savaient? Tout le monde le savait, tout le monde. Et est-ce que certains t'ont dit, mais oui, mais t'as raison, Jennifer, c'est pas normal, c'est chelou. Est-ce que t'as pu obtenir du soutien? Ben écoute, Fabrice, il fait rire tout le monde. Comme moi, je fais rire tout le monde aussi. Tout le monde a pris ça hyper à la rigolade, en fait. Le fait qu'on ne soit pas non plus complètement seul, on était tous ensemble sur la même plage, honnêtement, il me serait arrivé un truc, je jure, ça alerte tout le monde. Donc, on ne se sentait pas en danger dans ce sens-là. Mais non, tout le monde l'a pris à la rigolade. Et puis Fabrice, il est très très fort pour retourner, même s'il est pas très futé, les cerveaux pour se faire passer un peu pour, tu sais, les bêtés innocents, l'air de ne pas y toucher. Quoi. Oui, donc tu as l'impression en fait que comme vous êtes considérés tous les deux comme deux personnages de télé un peu voilà, truculents, t'as pas été prise au sérieux? Non, moi, en fait, moi, je faisais rire tout le monde et lui faisait rire tout le monde aussi, quoi. Mais c'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas les éléments de ce qui s'était passé avant au dîner presque parfait aussi. Tu penses que si tu lui avais laissé une porte ouverte, il serait... Ah, mais il se serait engouffré à la seconde, mais il rêvait que de ça. Limite, dans sa tête, Fabrice, le fait qu'on soit en binôme dans Les Apprentis Aventuriers, après avoir fait 2 dîners presque parfaits ensemble, c'était trop un signe du destin, quoi. Il a réagi aussi, Fabrice, il a continué de réagir au cours de cette interview. Il expliquait, un peu comme t'expliques là, que pour lui, l'aventure a été très compliquée parce que ça lui a gâché son aventure. Bah oui, il a été complètement frustré. Je te propose de regarder. Est-ce que tu estimes, comme certains internautes, que Jennifer était un fardeau
pour toi? Bah, un fardeau dans la mesure, c'est surtout son comportement qui était un fardeau. Parce que je trouve quand même sur ses apprentis, je l'ai pris sur moi, parce que j'ai une bonne nature chez extériorisé, pardon, mais elle a été très pénible. Fait presque 27 jours de tournage avec une personne qui du matin au soir se plaint, où ça ne va jamais, qu'elle a phobie des insectes. Ah oui, ça va jamais, c'est compliqué. C'est ces petites affaires, alors que c'est mon binôme. Quand j'ai besoin d'un habit, est-ce que tu peux pas m'en prendre? Parce que moi je suis parti avec rien. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh bon Dieu, Jennifer, t'as signé quand même. Je veux dire, moi je demande pas d'être une athlète de haut niveau, mais quelqu'un qui se plaint pas. Je trouve ça très culotté. Parce que alors déjà, on est tous partis avec la même valise. Hein. Donc, il fait encore la victime. Moi, j'avais rien. Mais tu avais comme tout le monde, en fait. Tu avais qu'à laver tes affaires comme tout le monde. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas signé pour me faire piquer mes petites culottes. Hein. Par contre, Jennifer, il y a juste quelque chose que je comprends pas et que je considérerais dans ce cas une incohérence, mais pas vis-à-vis de toi. On est d'accord que ce discours des petites culottes, de ce que tu appelles des comportements déviants, tout ça, tu l'avais dit publiquement sur les réseaux sociaux. Ça, oui. Ok, donc quand tu Parce que ça a été diffusé, en fait, la séquence de la petite Voilà, culotte. tu avais réagi justement pendant les épisodes. Mais quelques mois après, tu participes aux 50. On est d'accord? La production te fait participer aux 50, c'est la même prod. Et Fabrice aussi participe à cette émission, les 50. La prod, ils avaient vu ton discours? Oui. Pourquoi vous remettre tous les deux dans la même émission? Mais parce qu'ils ne savaient pas que tout ce qui s'était passé avant dans le dîner presque parfait, aussi. Après, dans les 50, c'est... Enfin, on est 50 dans un château, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Mais... je sais pas, t'as une candidate quand même qui se plaint de comportement. Par contre, ce qui me pose beaucoup plus problème, c'est d'avoir appris dans ton interview que j'ai partagé quand même ma cabane avec quelqu'un qui a fait 20 mois de tôle en France. Moi, ça, je suis désolée, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que c'est potentiellement... je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que j'ai envie de passer mes jours et mes nuits avec quelqu'un qui a fait de la prison? Ça serait peut-être un sujet que les productions devraient prendre en compte et demander un casier judiciaire à chaque candidat avant de tourner une émission. Ils disent qu'ils demandent un casier judiciaire. Non, pas toujours. Toi, on t'a demandé ton casier judiciaire? Je me rappelle plus, honnêtement. Et donc, en découvrant justement les confidences de Fabrice qui expliquait qu'il avait fait de la prison il y a plusieurs années, ça t'a gêné de te dire que tu avais partagé ta cabane des apprentis aventuriers avec lui? Ah, ça m'a gênée, oui. Ça m'a gênée. Puis encore une fois, ça m'a énormément fait rire à quel point il est doué pour dédramatiser tout et se faire passer pour un saint, même dans ce qu'il a fait. Il a quand même dit, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait un délit très honorable. Ah ben c'est nouveau. Je savais pas que ça existait des délits très honorables. Délit très honorable. Parce qu'en France, Sam, quand même, pour prendre 20 mois de prison ferme, il faut le faire quand on voit qu'il y a des policiers qui sont renversés et que les coupables ils se prennent du petit sursis pour faire 20 mois ferme. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça ne devait pas être un enfant de cœur. Donc, excuse-moi, moi, en tout cas, mon casier judiciaire, il est vierge. Donc, les gens qui croient qui veulent, mais moi, j'ai ma conscience. Pour moi, je ne suis certainement pas une menteuse. Mais ça t'a fait quoi, justement, d'apprendre ça après avoir participé à des aventures avec lui? Ah, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que alors, lui qui se fait toujours passer pour quelqu'un plein de valeurs, de principes, plein d'humanité, c'est toujours ceux qui en disent le plus qui le sont le moins, au final. Et par la suite, il a reparticipé à une saison de Pékin Express. Eh ben alors ça, je trouve ça extrêmement choquant, après ces déclarations, qu'on le fasse reparticiper à une émission. Parce que certains considèrent peut-être qu'il a payé sa peine à la société. Mais il a peut-être payé sa peine, mais c'est quand même sa nature profonde. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait 20 mois de prison. Faut arrêter avec les erreurs de jeunesse. Moi, dans ma jeunesse, j'ai jamais fait, d'après ce qu'il a dit, des intimidations avec violence et dégradation. Oh, c'est grave, on parle pas d'une rayure sur une voiture pour avoir 20 mois ferme quand même. Puis on sait pas, ça c'est ce qu'il dit. Ça se trouve, il a montré sa nouille à un enfant, qu'est-ce qu'on en sait? Alors ça, en tout cas, c'est pas ce qu'il a dit. Et je veux dire, moi, il n'y a pas plus menteur et plus fourbe que lui. Je crois que ce que je vois. Donc, Voilà, alors ça, c'est une question que tu soulèves, c'est ta supposition, mais ça veut pas dire que c'est dans le dossier, ça veut pas dire que c'est pour ça qu'il non, a fait ça la veut pas dire. Non, mais c'est important quand même de Mais moi, je mets un l'expliquer. gros point d'interrogation. J'ai pas confiance, j'ai pas envie de partager une aventure avec quelqu'un comme ça.
En parlant des 50, justement, tu parlais, c'était il y a quelque temps quand tu étais venu sur Aja, t'expliquais que tu étais devenu dans les apprentis aventuriers très ami avec Roman par rapport justement à vos papas respectifs qui sont décédés et que ça vous Puis on a avait lié. plein d'autres points communs aussi. Hein. Et j'en doute pas que vous aviez plein d'autres points communs également. Elle est très sur l'astrologie, etc. Et puis les animaux comme moi aussi. Les animaux aussi comme toi, donc vous enfin, avez plein de points en commun à tel point que vous êtes devenus véritablement amis. Et sur Aja, tu as expliqué que Cassandra aurait, selon toi, brisé volontairement cette amitié. Mais par quoi? Par mais jalousie? complètement. Par quel sentiment, selon toi? Pour moi, elle était jalouse de la relation fusionnelle qu'on avait avec Roman et elle faisait du chantage affectif à Roman pour plus qu'elle me parle, pour plus qu'elle soit amie avec moi. Et je le sais parce que c'est Roman elle-même qui est venue me le dire après qu'elle se soit fâchée avec Cassandra. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi Roman était devenue distante dans les 50 alors qu'on était mais, comme des sœurs, hein, vraiment, Sam. C'était plus que de l'amitié, c'était vraiment une relation... comment on dit, pas fraternelle, mais fusionnelle. de sœurette, quoi. On était voilà, très proches. Mon pied, ton pied. Voilà, mon pied, ton pied. Et dans les 50, je l'ai trouvée très distante. Elle était tout le temps avec Cassandra. Et moi, elle me calculait plus clairement. D'ailleurs, je lui avais dit, hein, clairement, ton amitié, c'était une amitié CDD, en fait. Je pensais à la sincérité. Et en fait, pas du tout. Et elle m'a avoué que Cassandra lui avait fait du chantage affectif, du chantage amical, pour plus qu'elle me parle. Elle était très jalouse de notre relation. Et voilà, elle l'a regretté, et on est de nouveau amis. Et tant mieux, quoi. Comment elle aurait fait, Cassandra, du chantage affectif? Comment on fait du chantage affectif? Ah, ben je sais pas, il faut demander aux gens qui font du chantage affectif, parce que moi, je ne fais pas ça. Mais en tout cas, elle est très forte là-dessus, hein, parce que je sais aussi, ça, tout le monde le sait de toute façon, qu'elle a écrit à toutes les candidates des 50 en mode « Ah, t'es trop belle, ma chérie, oh, je t'adore, je suis contente de faire l'aventure avec toi, etc. » pour les amadouer, pour pas qu'elle touche à son ex Giovanni. C'est tout dans la manipulation et le chantage. En fait, cette fille, elle se fait tout le temps passer pour une victime, mais il n'y a pas plus toxique et fourbe et fausse qu'elle. Et narcissique et prétentieuse, et elle passe son temps à rabaisser les autres. Il faut voir comment elle parlait, ne serait-ce que du candidat Alex, là, des Marseillais, quand on était confinés à l'hôtel. Alex Judy? Oui, Alex Judy, parce qu'apparemment, il lui parlait, il a dragouillé un peu sur les réseaux, et elle disait ah non, mais Alex, vraiment une horreur. Elle se moquait de, tu sais, il a un petit peu des tics du visage, et elle se moquait hyper méchamment des tics du visage qu'il avait. Elle disait, lui, on ne peut pas le remballer parce que c'est un gros candidat des Marseillais, sinon on se met tout le monde à dos, mais clairement, vomi. Enfin, genre, elle était odieuse, quoi. Tu l'as trouvée dénigrante? Elle est hyper dénigrante, quoi. Ça se fait pas de se moquer des gens comme ça. En plus, il est hyper sympa, Alex. Enfin, franchement, abusé, quoi. Elle se moquait d'autres candidats? Ah, certainement, mais après, ça, c'était devant moi. J'ai entendu que lui. Ah oui, si, j'ai entendu qu'elle critiquait le casting de ma saison des 50 en mode, je comprends pas le casting, pourquoi ils ont fait venir tous ces anciens, franchement, tous ces vieux. Ils devraient faire venir que des petites fraîcheurs comme moi. Enfin, en gros, des trucs comme ça, tu vois. C'est odieuse, odieuse. Faut qu'elle redescende, quoi. Un peu d'humilité, quoi. Les vieux, peut-être, qui sont plus intéressantes que toi, en attendant. Hein. Les vieux? Oui, oui, les vieux. En parlant, tu sais, de comment ça s'appelle, Greg Bassou, Marjolaine, etc. Pourquoi elle critiquait Grégory Bassot et Marjolaine? Ah non, mais tous les anciens candidats, parce qu'ils étaient trop âgés pour elle, pour faire une télé. Et toi aussi, t'étais considérée comme vieille? Ah, certainement, hein. Certainement. T'as quel âge, Jennifer? Eh bien, écoute, j'ai eu 40 ans. Mais tu n'as pas à t'excuser. Mais je ne m'excusais pas. T'excuser pour ça? Je ne m'excuse pas. Et je vais te dire un truc, c'est que je me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête, aussi bien dans mon corps qu'à 40 ans, en fait. Parce que ça j'ai vu, il y en a qui se servent de l'âge pour te critiquer en mode oui. Mais depuis quand tu fais de la télé à presque 40 ans? Et d'ailleurs, pour moi, les gens qui se servent de l'âge pour critiquer quelqu'un, c'est qu'ils n'ont rien d'autre, en fait. Ils n'ont pas d'autre argument pour critiquer que pour critiquer l'âge. Et là, je vais te dire, je leur souhaite un jour d'y arriver parce qu'ils ne sont pas sûrs d'y arriver. Et c'est une chance de vieillir. Pourquoi ils ne sont pas sûrs d'y arriver? Mais parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie, des accidents, des maladies. Il y en a plein qui meurent jeunes et qui auraient bien aimé vieillir. Hein. Ah oui, complètement. Donc c'est une chance de vieillir, vraiment. Bien sûr que c'est une chance de vieillir. Mais les gens qui critiquent comme si c'était un défaut, mais un jour, ils les auront aussi, les 40 ans.
En tout cas, je leur souhaite qu'ils les aient. Ça serait très triste qu'ils les aient pas. En fait, ce qui est terrible dans le fait de critiquer l'âge de quelqu'un d'autre, c'est que eux-mêmes les auront de toute façon. De facto, tu l'auras un jour, normalement. En tout cas, je l'espère qu'ils les auront, parce que ça serait très triste quand même qu'ils meurent aussi jeunes, quoi. Bah oui, Ouais. bien sûr. Tu as participé aussi à une aventure qui s'appelle Marié à tout prix. Oui. Est-ce que c'était justement une sorte d'horloge interne en toi, dont on entend beaucoup parler, qui t'a fait participer à ce programme qui est quand même assez dingue, se marier avec un inconnu en 40 jours? Non, c'est pas une question d'horloge, mais plus d'opportunités, d'expérience. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas? Moi, dans la vie de tous les jours, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me correspond. Et il n'y a pas de règle dans les rencontres. Il y en a bien qui se sont rencontrés dans des émissions télé, regarde les Thévenins, les Tanti, etc. Donc bah, pourquoi pas? Et puis j'ai rien à perdre. Au mieux, je rencontre quelqu'un qui me correspond. Au pire, bon, bah, je suis célibataire et puis c'est pas grave, quoi. Moi, je me souviens de l'interview qu'on avait faite il y a 5 ou 6 ans maintenant. Tu m'avais dit, je n'ai jamais été en couple. Donc tu devais avoir 34 ou 35 ans. Enfin, quand je disais que j'ai jamais été en couple, je disais ça dans... Enfin, j'ai jamais été de manière sérieuse, longue durée. Tu vois, bien sûr que j'avais déjà été en couple, mais pas de manière sérieuse, à habiter avec quelqu'un, etc. Tu vois. Et voilà. T'avais jamais été posée? Non, c'est ça. Quoi? Et là, donc, t'espérais rencontrer celui avec qui t'allais te La poser perle pour rare. toujours? La perle rare, peut-être. Et puis, ben non. Je suis tombée sur le pire du pire. Ah bah, Elliot. Une horreur. Franchement, je pouvais pas avoir pire, hein. Vraiment. Parce que, il y a quand même un vrai mariage à la clé à la fin. On n'est pas dans les Princes de l'amour ou l'île de la tentation, où c'est quand même plus ou moins léger. On sait potentiellement que c'est pas forcément des relations sérieuses qui en découlent. Là, il y a quand même un vrai mariage à la fin. On passe vraiment chez le notaire. Enfin, on implique nos familles. Enfin, moi, jamais de la vie, je vais faire participer ma mère à une télé-réalité pour lui présenter des oiseaux, tu vois. Si je présente quelqu'un à ma mère, c'est que c'est sérieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai du mariage, tu vois. T'as fini par tomber amoureuse d'Elliot au cours de l'aventure? En fait, je pense que je suis tombée amoureuse de l'image que j'avais de lui parce que il était très différent de la personne qu'il est réellement, en fait. Il a tellement vendu une image de lui pour aller le plus loin possible dans l'émission, pour me dire ce que je voulais entendre, et même pour vendre une image de lui auprès de la production, parce qu'il a berné tout le monde. Tout le monde a été berné, hein, tout le monde a été choqué de ce qu'il m'a dit à la fin, vraiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit à la fin? Écoute, il m'a dit quand même qu'il avait rencontré une autre fille il y a plusieurs semaines de ça, après m'avoir présenté sa famille, je ne sais même pas pourquoi il m'a présenté sa famille, et après avoir rencontré la mienne, et le lendemain d'avoir signé le contrat de mariage chez la notaire, d'avoir choisi les alliances. Enfin, tu arrêtes avant, je sais pas. Mais alors pourquoi avoir participé à une émission pour se marier? Moi, je vais te le dire, pourquoi? Parce que je l'ai su après à la diffusion. Tu sais, tout se sait, sa main, la vérité prend les escaliers, mais à la diffusion, les langues se délient. Et j'ai reçu plein de messages de filles qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, qui le fréquentaient pendant le tournage. En fait, pendant qu'on se fréquentait, il faisait des matchs Tinder, sur Tinder. Et j'ai eu même les conversations qu'il avait avec les filles. Elles me l'ont envoyé parce qu'elles ont été outrées de son comportement. Donc c'est vraiment du girl power, tu vois. Il disait quoi? Il leur disait, oui, là en ce moment je suis en tournage pour une émission sur l'amour avec mariage, etc. Mais t'inquiète, on peut se voir parce que j'en ai rien à foutre de la meuf. C'est juste pour me lancer dans le business et devenir influenceur. Et tu les as vues, les conversations? Je les ai vues. Écoute, je les ai vues. Les filles, elles sont venues me parler, je les ai vues. Ça t'a blessée? Mais bien sûr que ça m'a blessée parce que moi, je m'étais quand même plongée corps et âme dans cette aventure avec toute ma sincérité. Je lui avais parlé de mon père, je lui ai présenté ma mère, j'ai rencontré sa famille. Pour moi, si tu veux faire de la télé, que tu veux faire ton buzz pour faire du business après, allez, tu participes à l'émission, tu fais un date de date et t'arrêtes le truc, tu pars. Là, il est allé loin, il allait aller jusqu'où après, jusqu'au mariage pour me... Enfin, je veux dire, ça allait trop loin. Et je pense qu'il était prêt même à aller jusque plus loin que ça, parce que je pense que ça doit être l'autre fille qui lui mettait la pression pour qu'il arrête à la fin, parce que maintenant, tout le monde... En fait, après réflexion, tout ce que j'ai vu de la diffusion, tout ce qu'on m'a dit et avoir repassé tout le film dans ma tête, il y avait tout le temps des coups de fil bizarres. Et il fallait toujours qu'il s'éloigne, en fait, pour parler, tu vois. C'est-à-dire, tu avais des red flags?
J'avais plein de red flags. J'avais plein de red flags et dont un coup de fil que j'ai entendu et il disait c'était pendant le week-end de la rencontre avec sa famille. Donc c'était quoi? Une semaine avant le mariage. Hein. Donc on avait déjà choisi les alliances, signé le contrat de mariage et tout. On allait se marier clairement. Hein. Et il disait je peux pas te parler là, je suis avec des gens, je peux pas te parler, je te rappelle plus tard. On voyait que genre il pouvait pas parler. À mon avis c'était le coup de fil de la fameuse fille qu'il avait rencontrée, avec qui il avait une relation en parallèle. Et ça, bien sûr, je m'en suis rendu compte après. Mais pendant l'aventure, j'avais plein de red flags, de comportements bizarres qu'il avait. Et en fait, chaque fois que j'en parlais, on me disait « Mais arrête, t'es parano, arrête de voir le mal partout. C'est pas parce que t'es toujours tombé sur des charreaux que lui, c'est un charreau. » C'est-à-dire que lui, il donnait tellement un bon discours de son côté que... Oui, il a même berné la prod, quoi. Il a berné tout le monde, en fait. Et en fait, au final, je me rends compte que j'ai un très bon instinct et je peux m'écouter la prochaine fois. Moindre red flag, goodbye, quoi, parce que stop. Hein. C'était aller plus loin que des simples bisous tous les deux ou pas? Non, heureusement. Heureusement, vraiment. Pourquoi tu t'en serais voulu? Ah oui. Ah, je me serais sentie salie. Ouais. Ouais. Heureusement. Et par la suite, tu as dit que tu avais fait une grosse dépression à cause de ça, mais tu devais quand même être sacrément attaché. Oui. Parce que sinon, tu fais pas... Enfin, je sais pas, peut-être que c'est débile ce que je dis, mais si, il faut quand même avoir une certaine attache pour mais Sam, j'allais faire une me dépression marier. par la suite. Dans ma tête, j'allais me marier. Donc, bien sûr que je me projetais loin. Bien sûr que je me projetais et que... Enfin, en fait, j'étais attachée à l'image que j'en avais, mais c'était une personne tout opposée, à l'opposé des valeurs que je voulais. Et ouf, heureusement que je ne suis pas mariée avec lui, parce qu'il n'avait rien des critères que je voulais, vraiment. Et depuis, est-ce que tu as pu rencontrer chaussures à ton pied? Eh bien, écoute, non, mais parce que je pense que je fuis beaucoup. Ah. Je ne réponds à aucun des messages qui me sollicitent. Je pense que j'ai une très mauvaise opinion de la gente masculine en général, malheureusement. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Tant que les femmes. Non, je ne suis pas attirée par les femmes. Mais ouais, je fuis. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas eu envie. Mais après, peut-être que tu ressens pas le besoin aussi forcément d'être avec quelqu'un. On n'est pas toujours obligé d'être avec quelqu'un. On n'est pas toujours obligé, mais enfin là, ça m'a quand même échaudée, tu sais. Et lui s'est servi de moi pour atteindre la notoriété, pour devenir influenceur. Et mine de rien, ça m'a mis une petite graine dans la tête. Je me dis, mais maintenant, qu'est-ce qui me dit que la personne qui va s'intéresser à moi, si elle n'est pas du milieu, ben c'est pas par intérêt, tu vois. Ah, mais je comprends la question que tu poses. Moi, maintenant, j'ai plus confiance en personne. Oui, mais tu peux aussi avoir envie d'être seul avec toi-même. C'est dans ce sens-là que je te disais, on n'est pas obligé d'être en couple ou d'aimer quelqu'un. On peut s'aimer soi-même aussi. Ah, mais ça n'empêche pas de s'aimer soi-même. Hein. Non, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir une relation ou une relation sérieuse, qui n'ont pas besoin de ça. Toi, est-ce que c'est une envie? Si j'avais trouvé quelqu'un de bien, de fiable, oui. Mais après, j'ai pas envie... Moi, être en couple pour être en couple, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, si c'est pas quelqu'un de fiable, quelqu'un de bien avec des valeurs et tout, je préfère être toute seule. Hein. Franchement, je préfère la compagnie d'un chat ou d'un chien. Est-ce que tu n'as pas des critères qui sont trop high level? Je pense que j'ai des critères qui me méritent. En fait. Ah, c'est bien répondu, ça. Voilà, à un moment donné, il faut se respecter dans la vie. Moi, j'ai une éducation, j'ai des valeurs, j'ai des principes auxquels je ne veux pas me rabaisser à accepter tout et n'importe quoi. Tu avais rencontré Soraya Belladi aussi dans Mariée à tout prix. Oui, d'ailleurs, on était toutes très proches durant le tournage. Ça n'a pas duré. Non, mais vous étiez amis sur les réseaux, on vous voyait on était amis. très amis. Plus qu'amis, on s'appelait les sisters. Hein. Bah oui, et on vous a plus jamais vus ensemble. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi, Sam. Parce que, en fait, je l'avais invitée à ma fête d'anniversaire l'année dernière, parce qu'on était très proches, elle devait venir. Malheureusement, elle a dû m'annuler la veille parce que sa tante est décédée, ce que je comprends tout à fait, c'est une raison tout à fait valable. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle par la suite. Le jour de ma fête d'anniversaire, je l'ai vue en train de faire la fête au Matignon avec son neveu. Donc, pour quelqu'un en deuil, quand même, c'était très bizarre. Et après, elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Donc, moi, j'estime que l'ayant invitée à ma fête, elle ne m'a même pas souhaité mon anniversaire. Le minimum, c'était à elle de revenir vers moi, pas à moi d'aller vers elle. Ah oui, donc tu veux dire que tu lui as même pas envoyé un petit message pour dire qu'est-ce que tu faisais au Matignon Non, après, elle fait ce qu'elle veut, tu vois.
Mais, Oui, mais si vous étiez sisters, t'aurais pu lui poser la question. Mais elle pouvait m'envoyer un message pour mon anniversaire, tu vois. Moi, je l'avais appelée plusieurs fois pour prendre de ses nouvelles, si ça allait le moral et tout, suite au décès de sa tante. Et après, elle m'a juste plus jamais calculé. Et en fait, elle avait fait une FAQ avec ses abonnés, où ses abonnés lui demandaient si elle était toujours amie avec moi. Et elle a eu le culot de dire que c'était moi qui l'avais complètement laissé tomber. Alors ça j'accepte pas. C'est-à-dire, elle a dit quoi? Que tu l'avais laissé tomber après ta fête d'anniversaire? Oui, que c'était moi qui l'avais complètement laissé tomber, qu'elle n'avait plus aucune de mes nouvelles. Alors que c'est elle qui m'a complètement laissé tomber. Mais j'ai très bien compris sa manière de faire. Il n'y a pas plus hypocrite que Soraya. Et Soraya, en fait, elle va là où ça peut lui apporter quelque chose. Si tu as un tournage, elle va te parler. Si après elle fait un autre tournage, elle va s'agripper à d'autres personnes qui peuvent lui apporter autre chose. Et c'est tout. Elle a fait pareil avec moi. Elle a fait... Après moi, c'était Adixia, et après Adixia, c'était Cassandra. Mais ça dure jamais bien longtemps, ces amitiés, parce qu'elle est fausse, qu'elle en peut plus, c'est tout. Hein. Remarque, elle s'est bien trouvée avec Cassandra, pour le coup. Hein. Qu'est-ce qu'il est lirait? Oh, l'hypocrisie et la fourberie. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Jennifer Chacha? Tu peux me souhaiter, écoute, d'être heureuse, d'être en bonne santé, parce que j'ai réalisé que c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la vie, que sans la santé, on n'a rien, et qu'avec la santé, on a tout. Et après, ben voilà, les opportunités qui viendront, que ce soit des belles choses, et voilà. Et ben c'est tout ce que je te souhaite. Merci Jennifer Chacha pour cette interview en toute intimité. On a fait une mise à jour. Hein. Ouais, une sacrée mise à jour. Merci pour ça. On te retrouve Jennifer sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Jennifer Chacha. Ton compte TikTok, c'est Jennifer Chacha. En fait, on tape Jennifer Chacha de partout et on te trouve de partout. Avec un Y, 2 Y, parce que tout le monde fait la faute. Oui, moi aussi, je l'ai faite. Ah non, alors s'il te plaît, tu écorches pas mon nom. Jennifer. Voilà, à l'américaine. Jennifer. Merci Jennifer. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et de votre santé.